Eh oui, c'était Alain Souchon avec... La matinale. Voilà, c'est la matinale, c'était Alain Souchon, il est 9h09 sur les ondes de Radio Tunis Chaîne Internationale. On va parler urgence de demain, intelligence artificielle, qualité des soins, formation pratique du 17 au 19 avril. La Société tunisienne de médecine d'urgence organise son 24e congrès national à Yasmine Hamamet. Et tout de suite dans la matinale, je reçois le professeur Semi Suissi, chef du service des urgences à l'hôpital régional de Ben Arlous et président de la Société tunisienne de médecine d'urgence. Un échange crucial sur les défis de l'urgence médicale en Tunisie entre innovation et réalité du terrain. C'est tout de suite dans la matinale avec professeur Semi Suissi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est Madi, merci pour l'invitation et bonjour pour tous les auditeurs de la RTCI. Approchez-vous un peu plus du micro, qu'on vous entende très bien. Bienvenue professeur Suissi. Tout d'abord, un mot sur le rôle de la Société tunisienne de médecine d'urgence que vous présidez. C'est une société qui regroupe tous les soignants dans le domaine de la médecine d'urgence, notamment les médecins, aussi bien avec ses différentes catégories, et donc qui a pour rôle principal de promouvoir et de développer la médecine d'urgence en Tunisie sur le plan formation, action de sensibilisation et aussi surtout essentiellement dans tout ce qui est formation, tout ce qui est scientifique et tout ce qui est accompagnement des urgentistes, des médecins urgentistes. Alors avant de commencer dans le vif du sujet par rapport au congrès en lui-même, demain une manifestation aura lieu avec les soignants, les médecins, pour dire non, pour faire une prise de conscience. Oui, en fait, nous sommes tous solidaires de notre système de santé et aujourd'hui, le système de santé il a besoin d'avoir plus d'attention aux ressources nécessaires pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même pour notre citoyen. Et donc, demain, il y aura une journée de colère organisée par les syndicats pour essayer d'attirer l'attention sur la situation actuellement du système sanitaire et notamment l'absence de ressources nécessaires et pour essayer de sensibiliser tout le monde, y compris les médias, pour essayer de faire quelque chose pour améliorer ces conditions. Alors, vous organisez donc le 24e congrès national de médecine d'urgence qui aura lieu donc du 17 au 19 avril à Yasmine Hamamet. À qui s'adresse ce rendez-vous ? En fait, ce rendez-vous, il est adressé à tous les médecins essentiellement, mais aussi les paramédicaux qui sont intéressés par la médecine d'urgence et qui participent au quotidien, donc au service d'urgence qu'on est en train de donner à notre citoyen, et même les autres spécialités connexes, mais aussi aux médecins de première ligne, les médecins généralistes, dont le lien entre la médecine d'urgence et la médecine communautaire, il est vraiment très très proche. Et généralement, le patient qui va aux urgences, le lendemain, il va voir son médecin traitant, ou bien il va aller vers la première ligne pour être pris en charge par le système de soins, soit public, soit privé. Alors, quelles seront les grandes thématiques abordées cette année ? En fait, malgré les difficultés énormes qu'on est en train de vivre, on a voulu essayer d'innover un peu, essayer de voir l'avenir. Actuellement, comme vous le savez, la technologie, elle est en train d'envahir tous les domaines, notamment, V en plus. Oui, notamment l'intelligence artificielle, tout ce qui est technologie moderne. Et est-ce que vraiment on va continuer à penser au service d'urgence comme il y a une trentaine d'années ou une vingtaine d'années? Donc je pense que la réponse est non. Certainement non, et pour cette raison qu'il faut avoir un certain benchmarking. Et on a invité des sociétés internationales, le président de la Société française de médecine d'urgence, les Canadiens aussi, les Marocains, les Africains, pour essayer de sortir autour de ce panel d'experts d'une stratégie, comment est-ce qu'on peut voir les services d'urgence prochainement, y compris le système de triage, est-ce qu'il faut faire un pré-triage avant, est-ce qu'il faut utiliser la technologie moderne actuellement pour essayer, il faut l'utiliser pour essayer de réduire l'encombrement qu'on est en train de voir et améliorer certainement la qualité. Et lorsqu'on parle de qualité, il faut actuellement mettre des normes de qualité et que tout le monde doit les appliquer, aussi bien les soignants, mais aussi l'autorité de tutelle qui doit être engagée dans les ressources nécessaires
pour permettre d'avoir ces normes de qualité sur lesquelles on sera tous redevables devant les citoyens. Alors justement, parmi les sujets, il est question d'intelligence artificielle au service des urgences. Concrètement, comment l'IA peut-elle transformer les pratiques ? L'IA actuellement, il y a actuellement des algorithmes qu'on est utilisés de façon manuelle dans les services d'urgence pour le triage, et je pense que l'IA, elle peut être d'une aide importante. Aussi, en termes de temps. En temps de temps, oui, ça va comprimer le temps nécessaire pour essayer d'accélérer ces processus. Il y a aussi tout ce qui est interprétation du résultat d'examens complémentaires actuellement. D'identification aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et donc, si on arrive à utiliser l'IA, par exemple, chose simple, les ECG actuellement, au lieu de les envoyer vers un cardiologue pour essayer de donner son avis, on peut, grâce à l'IA, avoir une interprétation commune et on peut rapidement donner les traitements nécessaires pour ces patients. De même, la digitalisation actuellement, je pense qu'une chose inévitable, puisque la majorité des applications IA, ils sont issues des big data. Oui. Et on ne va pas suivre les big data des Chinois, des Européens. Il faut avoir des big data en Tunisie pour avoir des algorithmes qui sont adaptés à notre pratique en Tunisie et à notre culture. Alors justement, vous évoquez un sujet très important au niveau des big data et de la protection des données des personnes. C'est très important. On a abordé ce sujet. J'ai entendu une intervention en France avec des chercheurs, etc. Deux sujets, deux questions que je vais vous poser. Déjà, est-ce que les données des patients seront protégées, parce que les big data, on sait que c'est Microsoft qui a des serveurs, et Microsoft dans leur politique interne, ils utilisent les données personnelles des patients. Alors est-ce que en Tunisie, si on va faire nos propres big data, est-ce qu'on aura des serveurs totalement protégés pour les données des patients, et est-ce que si oui, tant mieux, sinon est-ce que les serveurs seront justement hébergés par Microsoft? Je peux pas répondre exactement sur cette question, mais je pense aussi, oui, il y a cette question d'éthique de l'utilisation de l'IA, et c'est certain qu'il faut toujours considérer le paramètre éthique dans toutes nos pratiques et en plus dans toutes les innovations. Je pense que c'est un projet aussi ministériel concernant la digitalisation, le dossier médical informatisé, etc. Et je pense que sur ce sujet-là, il y a la protection des personnes, elle doit être garantie certainement pour pouvoir avancer, sinon c'est un problème majeur. Alors en France, juste une question, on ouvre une petite parenthèse vite fait, est-ce que en France on a vu qu'il y a un nouveau ministère de l'intelligence artificielle? Vous pensez que nous aussi on devrait avoir un ministère de l'intelligence artificielle? Certainement. Si on va suivre l'évolution de la société, l'évolution du monde, l'évolution dans tous les domaines, certainement on doit avoir ce ministère ou bien un encadrement, c'est ça, un département au moins. Tout à fait. Alors, il y a aussi une démarche qualité évoquée dans les urgences. Pourquoi ce thème est-il central aujourd'hui dans les hôpitaux tunisiens? Je pense que pour la démarche qualité, il faut avoir des indicateurs. On ne peut pas continuer à travailler dans le système actuel avec certaine désorganisation, bien qu'on essaye d'améliorer les choses à travers l'instauration de triage, la sectorisation dans les services d'urgence, la formation du personnel, mais actuellement, on devait avoir des normes. Le nombre d'infirmiers pour faire fonctionner ce service. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme matériel minimum? Qu'est-ce qu'il faut avoir comme protocole de mise en place? Et en plus, il faut mettre des indicateurs sur lesquels on va pouvoir évaluer ce qu'on a fait et comment est-ce qu'on peut améliorer. Parce que on souffre dans notre système de santé actuellement l'absence de ces normes. Ils ne sont pas appliqués en public, mais ils sont très bien appliqués en privé. On existe pour les privés d'avoir des normes applicables, et dans le secteur public, on tarde encore à avoir l'application de ces normes, du point de vue surtout parce qu'il y a un manque énorme en ressources aussi bien matérielles et humaines. Professeur, peut-être aussi c'est la lourdeur du système administratif aussi qui bloque un peu, qui retarde justement ces pratiques ou pas? Oui. Ça peut avoir un lien?
il a touché cette lourdeur administrative, elle touche tous les secteurs. Bien sûr. Et donc le secteur de santé, il est entre autres, aussi. oui, il est et notamment pour tout ce qui est ressources financières. On a besoin de ressources financières aujourd'hui dans le système public. Il est inacceptable qu'on continue à travailler avec des hôpitaux qui sont totalement endettés. Et les hôpitaux qui sont endettés, ils n'arriveront jamais à avoir les ressources, le matériel nécessaire parce qu'il devient un mauvais payeur en quelque sorte. Et si vous avez un mauvais payeur, il ne va pas avoir le meilleur matériel, il ne peut pas avoir les ressources nécessaires pour pouvoir subvenir aux besoins du citoyen qui augmentent de jour en jour. Aujourd'hui, nous sommes dans les urgences à peu près 8 millions de passages. 8 millions de passages, bien que tous les jours, on est en train de nous dire qu'il y a de l'encombrement, ça passe mal, etc. Mais quand même, on arrive à fidéliser 8 millions Tunisiens dans les services d'urgence et les prendre en charge. Donc, il y a quand même beaucoup d'efforts qui a été fait, mais cet effort, à un certain moment, il faut qu'il y ait une... comme ça a été dans le Covid. Tout le monde, il s'est mis d'accord pour essayer de mettre les ressources nécessaires. Et une solidarité aussi bien par les médias, par le premier gouvernement, par la présidente de la République, par les différents ministères, pour essayer de donner le meilleur, pour essayer de donner ce droit institutionnel qui est la santé pour tous. Bien sûr. Alors déjà, avant de continuer, je tiens à remercier tout le système de santé, les médecins, le service public qui font des efforts considérables avec le manque de moyens qu'il y a dans le système de santé actuel en Tunisie. On déplore aussi les départs de médecins vers l'étranger. On espère qu'ils vont revenir en Tunisie avec peut-être une expérience considérable pour mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris à l'étranger dans leur propre pays. Bravo pour les médecins qui sont en première ligne, les médecins d'urgence, bien sûr, c'est très important et on espère que ça va aller de mieux en mieux, en tout cas, dans l'avenir. On va parler un peu de pratique et d'innovation, professeur, si vous le voulez bien. Le congrès proposera aussi des ateliers pratiques. Alors, échographie, SimCup, Paramed Run. Que peut-on en attendre en termes de formation ou d'innovation ? Sur le plan formation, on a démarré depuis quelque temps l'utilisation de la simulation, jamais la première fois sur le malade. Donc on doit utiliser la simulation comme moyen pédagogique pour essayer de former nos équipes, pour améliorer surtout le travail de groupe, le travail d'équipe. Vous le savez, dans les services d'urgence, c'est pas un seul médecin qui va prendre les décisions, mais c'est un groupe où il y a les paramédicaux, il y a les médecins, il y a l'ambulancier, il y a l'ouvrier. Et donc, grâce à la simulation, on essaye d'apprendre à travailler ensemble, à améliorer tout ce qui est soft skills, donc dans les différentes phases de la prise en charge des malades. L'échographie actuellement d'urgence, elle est devenue un outil incontournable. C'est pas l'échographie que fait le radiologue à détailler, etc. Mais c'est des questions pointues sur lesquelles on doit répondre de façon urgente. Est-ce qu'il y a un saignement dans l'abdomen? Est-ce qu'il y a un problème dans le thorax, etc. Et cette pratique, elle nous a beaucoup aidé à prendre des décisions clinique. Vous savez que dans les services d'urgence, on doit prendre des décisions qui sont rapides mais justes. Et donc, on va avoir tous les outils nécessaires pour essayer de prendre ces décisions. Et l'échographie, ça devient actuellement un outil incontournable. Et dans notre société, on a pris cet outil comme un défi. Et on fait énormément de formations d'échographie pour les médecins de première ligne et urgentistes. Est-ce que les cours supérieurs, professeurs, proposés durant le congrès sont ouverts aux jeunes praticiens ou plutôt destinés aux experts? Non, c'est pour les jeunes plutôt. Ils sont faits par des experts, ils sont destinés aux jeunes et c'est sur des questions à certaines urgences, telles que l'urgence métabolique, sur la recherche clinique aussi, on doit être ouvert sur la recherche. On n'a pas d'avenir si on va pas s'y mettre sur la recherche. Et la médecine d'urgence, c'est un champ assez important de recherche pour essayer de trouver des solutions pour tout ce qu'il y en a comme quotidien, comme problème d'encombrement, de problèmes de prise en charge, problèmes d'orientation, etc. Et c'est la recherche clinique qui constitue soit en elle-même une motivation pour les soignants, mais aussi elle permet d'améliorer aussi nos pratiques. Et donc ces cours supérieurs sont destinés pour améliorer certaines paramètres chez certains novices ou bien des jeunes médecins qui veulent se perfectionner dans certaines urgences. Bien sûr, j'imagine que la recherche, professeur, est très importante dans le domaine médical pour pouvoir faire avancer justement la science. Est-ce que le président Trump, quand il a annoncé au niveau des chercheurs américains de ne plus partager justement les informations qu'ils ont ou les recherches abouties aux États-Unis, est-ce que ça a posé un problème entre les chercheurs tunisiens et les chercheurs étrangers, surtout américains?
Pour le moment... Est-ce qu'il n'y a pas de ressenti pour le moment? Il n'y a pas de ressenti, je pense. Il n'y a pas eu d'effet, quoi. Non, pour le moment, il n'y a pas d'effet. Alors, en tant que chef de service, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la situation des urgences en Tunisie? La situation d'urgence, donc il faut voir le côté plein et le côté vide du verre. Le côté plein, c'est qu'on est en train de servir notre citoyen. Il y a 8 millions qui passent, comme je vous l'ai dit, sur des 12 millions d'habitants tunisiens, 8 millions qui passent dans les services d'urgence parce qu'ils trouvent des solutions. Mais de l'autre côté, on a un manque énorme de ressources, notamment les ressources humaines, les départs vers l'étranger, des paramédicaux, des médecins aussi. Ça va se ressentir d'ici quelques temps et ça va être un fardeau. L'encombrement. On va être confronté à des déserts médicaux? Je pense oui. Je pense c'est inévitable si on continue avec cette politique actuelle. Et je pense qu'il faut une prise de conscience pour essentiellement améliorer les conditions de travail des médecins et des paramédicaux et de tous les cadres, parce qu'actuellement les conditions sont très très difficiles. C'est pas la question d'argent uniquement, de paye, mais je pense qu'il faut améliorer les conditions. Et nous avons beaucoup souffert du manque du personnel, notamment ouvriers, etc. Tu trouves actuellement le médecin ou l'infirmier qui va faire tout. Va faire le travail d'ouvrier, de brancardier, d'administrateur, etc. Et plus, il y a un problème aussi majeur d'insécurité. Il y a le problème de sécurité et je pense qu'il faut sécuriser les services d'urgence actuellement. C'est inadmissible que quelqu'un qui va travailler il va subir une agression. On est habitué en quelque sorte aux agressions verbales actuellement. Mais aller aux agressions physiques tous les jours, ça devient quand même insupportable. Et je pense qu'il faut bientôt... On peut faire le lien, tout comme aller à l'école et revenir... C'est pas normal ce qui s'est passé aussi concernant les 3 jeunes qui sont décédés lundi à cause de l'effondrement d'un mur de leur école. C'est totalement inacceptable ce qui s'est passé. C'est désolant, c'est choquant aussi. Et puis... toute notre compassion aux parents et tout notre soutien pour leurs parents. Et voilà, je pense que beaucoup de ministères doivent se poser des questions aussi, notamment sur la restructuration, sur les priorités qui doivent être renouvelées ou doivent être discutées justement. Est-ce que si on vous dit qu'il n'y a pas d'argent pour le système de santé pour réinjecter de l'argent, la question est est-ce qu'avec les moyens actuels, on peut se débrouiller tout en restructurant peut-être le ministère de la Santé ou peut-être essayer de reprioriser les priorités, vous voyez un peu ce que je veux dire, si on n'a pas d'argent, est-ce qu'on peut quand même faire avec? C'est ça que je veux dire. On est en train de s'adapter. Mais je pense que la capacité d'adaptation aura des limites à un certain moment. Et je pense que la question n'est pas au niveau du ministère de la Santé. Parce que je pense que c'est une décision plus haut située qui dépasse, bien sûr. Si on va aller vers la budgétisation des systèmes de santé, il faut trouver des solutions pour la CNAM qui a été mise en place pour essayer de budgétiser les hôpitaux. Il y a un problème majeur de budgétisation des hôpitaux. De l'autre côté, si on va fixer, je dis n'importe quoi, 5% du total du budget de l'État pour la santé, c'est très peu. Il faut prendre des décisions. Vous pensez qu'il faut monter à combien de pourcentage peut-être? Je pense doubler, 8% au moins, pour essayer d'avoir des ressources, pour essayer d'améliorer un peu les structures. L'infrastructure aussi, actuellement, elle est un peu vieille et elle n'est pas adaptée au nombre de patients qui passent dans les services d'urgence. Et je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience par tout le monde, comme ça a été lors de la Covid. Et les choses, ils ont bien marché lorsque différents intervenants, y compris de la société civile, ont intervenu pour améliorer les choses. Est-ce qu'on peut espérer des réformes ou une montée en compétences dans ce secteur dans les mois ou les années à venir? Est-ce que vous pensez que c'est possible? C'est notre raison de continuer. C'est qu'il faut avoir de l'espoir. Je pense que la digitalisation va donner plus de paramètres interprétables, scientifiques, pour essayer de voir les priorités, de fixer essentiellement les priorités. Deuxième chose, au niveau de la médecine d'urgence, je pense que la priorité a été faite pour tout ce qui est pré-hospitalier, et donc pour essayer de rapprocher un peu tout ce qui est secours médicaux vers le citoyen.
Alors, une assemblée générale élective est prévue donc le 18 avril. Pouvez-vous nous expliquer en quoi elle consiste? De nouveaux projets pour la Société tunisienne de médecine d'urgence? Oui, parce que nous, dans la médecine d'urgence, on a des mandats de 3 ans. Et chaque 3 ans, on a la moitié du bureau qui sort et on aura du sang neuf pour essayer de présenter de nouveaux projets, pour essayer de donner un sang neuf pour cette société, pour essayer d'essayer de trouver des solutions aussi pour le quotidien, mais aussi pour lancer tout ce qui est activité scientifique, des projets aussi d'amélioration de la qualité au niveau de la médecine d'urgence. Alors, comment la Société tunisienne de médecine d'urgence collabore-t-elle avec les autorités de santé ou les autres structures médicales? Depuis quelque temps, on a à peu près la même vision stratégique pour essayer, notamment dans la médecine d'urgence, pour essayer de lancer et renforcer le système préhospitalier, plutôt de faire un peu partout des hôpitaux. Il faut concentrer les pôles de spécialité, mais il faut faire accéder aux citoyens, donc les SAMUS-MUR, qui constitue donc un système qu'il faut développer pour toucher les zones défavorisées. Et c'est vrai que sur la digitalisation, on est en train de travailler ensemble, mais comme je vous l'ai dit, toujours il faut l'autre déclic, c'est de mettre le paquet sur le plan financier pour essayer d'améliorer. Ça a été fait pour le secteur du tourisme, pour les banques, etc. Pourquoi pas pour le secteur de santé? Il faut liquider les dettes du système de santé et ensuite on va améliorer certainement tout ce qui est infrastructure et ensuite il y aura comme pour le moment, il y a la mise en place de procédures et de protocoles et de normes de qualité, mais il faut que ces normes ils seront redevables pour tout le monde, pour le praticien, mais aussi pour le ministère aussi et tous les décideurs. Alors, quand on parle de système d'urgence, de médecine d'urgence, notamment, on parle d'ambulance, on parle de protection civile. Il y a beaucoup de questions par rapport à ce domaine, par rapport à beaucoup de citoyens disent oui, mais quand il y a un accident, quand il y a un problème, l'ambulance arrive toujours à la fin avec 1 heure de retard. Comment on peut peut-être redynamiser ce problème ou trouver une solution à ce problème? C'est un gros problème quand même. Oui, tout à fait. C'est une question de logistique. Donc si jamais on veut avoir un timing acceptable, il faut mettre en place plus de moyens. Y compris pour les hommes. Deuxième chose, il faut, je pense, améliorer aussi la coordination entre la protection civile qui dépend du ministère de l'Intérieur et tout ce qui est secours médicaux qui dépend du ministère de la Santé. Et je pense que il faut trouver une façon, d'améliorer les connexions entre ces deux systèmes pour essayer d'avoir. Troisième chose, c'est la digitalisation. Je reviens aussi à la digitalisation parce que ça permet d'avoir des indicateurs palpables qui sont des smart indicateurs, j'ose dire. C'est-à-dire qu'ils sont palpables, ils sont mesurables, ils sont reproductibles, etc. Alors, ce qui est très important aussi, on va parler un peu des idées reçues ou des rumeurs. Donc vous êtes là pour contredire ce que je vais vous dire tout de suite. Les urgences, c'est comme Grey's Anatomy. Est-ce que c'est vrai ou pas? Non. La réalité est souvent bien plus chaotique que ça, j'imagine. Parfois, oui, il y a le chaos dans les services d'urgence, mais on essaie dans le chaos de trouver une certaine organisation pour s'améliorer. Et je pense que le système de triage mis en place, il y a même un triage informatisé dans les services d'urgence qui va permettre au sein de ce qu'on voit comme chaos, on trouve quand même un système d'organisation qui va favoriser les soins pour les patients les plus graves. Alors, deuxième idée reçue, les médecins des urgences sauvent des vies toutes les 5 minutes. Oui. C'est exagéré, non, quand même? Non. Il faut voir dans les services d'urgence, si vous avez à peu près 300 malades qui passent dans un service d'urgence. Mais il y a beaucoup essayez de faire le calcul. Alors, il y a un problème aussi parce que il y a beaucoup de gens, beaucoup de patients, de personnes qui vont aux urgences pour des cas bénins, des rhumes, des entorses, des bobos du quotidien, alors qu'ils peuvent aller vers leur médecin général et désengorger les urgences. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut penser, faut-il faire un pré-triage? On fait le triage. Le triage, c'est quoi? C'est de mettre des priorités pour les patients les plus graves. Mais vous le savez que les choses, ils changent. Même la définition d'urgence, elle a changé dans le monde. On parle d'urgence chaque fois que le citoyen il va trouver le besoin de faire une consultation non programmée. Et donc, ce qui fait l'organisation, c'est le triage.
Et je pense, par exemple au Canada, ces gens qui n'ont pas de problème sérieux, ils attendent jusqu'à 6 et 12 heures. En Tunisie, c'est impossible. Mais je pense qu'il faut essayer de renforcer en plus la première ligne et les médecins de famille pour essayer d'absorber tout ce monde. Alors, troisième idée reçue, tout le monde meurt si on n'agit pas en 30 secondes. Non, mais on parle de Golden Hour, l'heure d'or pour intervenir. On a quand même certains, pour tout ce qui est respiratoire, on doit intervenir assez rapidement dans quelques minutes. Mais je pense que dans tout le monde, il y a ce qu'on appelle les Golden Hour, l'heure d'or, aussi bien pour les traumatisés, etc. Il faut mettre des réseaux de soins et des filières de prise en charge qui permettent de respecter ce timing d'une heure pour essayer de réverser des situations assez graves. Alors, quatrième idée reçue, les urgences sont gratuites. Non. Il y a un coût pour les urgences, c'est vrai qu'il est dérisoire. Si on essaie de voir le citoyen, qu'est-ce qu'il paye au sujet lorsqu'il passe dans les services d'urgence, notamment publics, alors qu'en privé, ça coûte plus cher que ça. Mais je pense que la santé, elle a un coût, mais pas un prix. Alors, encore une cinquième, on en a 10 questions des reçues. Les urgences sont vides la nuit? Non. Il y a toujours on essaie de s'adapter toujours et on a des équipes de garde constantes et jamais qu'un service d'urgence ne reste sans une équipe médicale la nuit. Et donc, non. Et puis la nuit, donc, il y a des pics d'affluence qui varient, hein. Oui. Mais les nuits, surtout en week-end, ils peuvent être extrêmement chargés, hein. Accidents, alcool, agression, meurtre. Tout à fait. Ça peut être, oui. Et on essaye de mettre des équipes qui sont assez rodées la nuit pour qu'ils prennent en charge les malades graves. Et notamment, donc, nous, par exemple, dans les services où je travaille, on a le même nombre de personnel qui travaillent le jour et la nuit. On essaye de faire des vacations pour tout le monde pour essayer de couvrir les 24 heures. Alors, question un peu, qui fait rire un peu, les médecins d'urgence sont arrogants. Non, pas du tout. Pas du tout. Ce n'est Pas pas du les tout. règles. Non, c'est pas le gars. Il y a parfois la pression qui fait que le médecin, il est sous La stress, fatigue, la il est pression. épuisé, Oui. et l'épuisement, on craint essentiellement l'épuisement Ouais. mais Ça joue beaucoup, ça. oui, ça joue beaucoup, et c'est pour ça que on fait même de l'accompagnement par des psychologues, etc. Et notamment lors de la période de Covid, des soignants pour essayer de lutter contre cet épuisement professionnel. Voilà. Alors, septième rumeur, hein, les médecins d'urgence ne s'occupent pas bien de nous parce qu'on n'a pas de relation. Non, pas du tout. Si on met un système de triage qui est informatisé, à ce moment-là, on n'a pas, il n'y a plus de conflit d'intérêts, des liens, et il y a la transparence dans notre priorité pour la prise en charge des malades. Mais il faut comprendre que si vous êtes médecin, un groupe de médecins à la nuit, par exemple, vous avez un passage de 200 malades, comment vous allez faire devant cet afflux massif? Et surtout qu'il y a, je pense que le rôle des médias pour essayer de sensibiliser les patients aussi. Parce que en Tunisie, je vois pas quelqu'un qui va attendre plus qu'une heure ou la 30 minutes en attendant pour voir un médecin. Alors qu'aux États-Unis ou bien au Canada, il peut attendre 12 heures pour voir un médecin. Et il paye cher, hein. Voilà. En Et plus. il paye cher en plus. Et donc, je pense ici qu'il faut une prise de conscience aussi du citoyen. Les gens qui ont une simple rhume, qui a un problème depuis 3-4 jours, c'est pas la peine d'encombrer les Faut aller services voir un d'urgence. généraliste. Parce que si on voit un malade grave, parfois on est 3 à 4 pour prendre en charge un malade grave et pendant 1 heure. Et donc, je pense que c'est pas la même chose qu'une consultation banale, 5-10 minutes et on change de malade. Parfois, pour les malades lourds, on reste même 2 heures avec le malade. Alors, dernière intox, hein, si je peux appeler ça comme ça, on peut venir aux urgences juste pour obtenir un certificat ou un arrêt maladie. Non. Pas du tout. C'est abusif. C'est abusif et il faut pas donner. Mais par contre, pour les gens qui ont un problème médical, des agressions, etc., ils sont en droit d'avoir leur certificat médical, soit d'agression, d'accident de la voie publique, de violence, etc. Oui. Mais pour tous les jours, non. Du 17 au 19 avril, la Société tunisienne de médecine d'urgence, elle organise son 24e congrès national à Yasmine Hammamet. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, professeur Sami Suissi. On rappelle que vous êtes le chef du service des urgences à l'hôpital régional de Ben Arous et président de la Société tunisienne de médecine d'urgence. J'espère qu'on a fait un peu le tour. Oui, merci à vous aussi, merci pour la TCI. Et je pense qu'il faut venir nombreux pour ces occasions de formation médicale
social continu qui est incontournable pour donner le meilleur de nous-mêmes pour les patients tunisiens, notamment ceux qui vont consulter les urgences. Merci beaucoup à nos guerriers en blouse blanche, je les appelle comme ça, qui sont toujours en première ligne, hein, je veux dire, c'est ces combattants. Merci pour tout ce que vous faites pour le pays, pour le peuple, pour les gens qui viennent vous voir. Je sais qu'il y a plusieurs niveaux sociaux, il y a plusieurs... les gens arrivent énervés. Vous êtes un peu aussi psychologue, hein, j'imagine. Oui, on doit avoir une formation en psychologie. Et je saisis cette occasion pour remercier vraiment le comité scientifique et le comité d'organisation, mais aussi notre secrétaire, donc Madame Lesline et Infopoint, etc. Tous qui ont mis le paquet depuis quelques mois pour essayer d'organiser ce congrès. Et je remercie aussi tous les soignants des services d'urgence qui continuent à sacrifier pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour nos citoyens. Sacrifier leur vie familiale aussi, société, tout. Et c'est tous les soignants, hein, cadres, ouvriers, infirmiers, médecins, et nous sommes tous solidaires pour essayer d'améliorer les conditions des urgences pour un meilleur avenir. En tout cas, bon courage à vous. Merci beaucoup, professeur Semi Suissi. Restez avec nous, on continue dans cette matinale jusqu'à 10h du matin. Souvenir manqué, Grand Corps Malade, c'est pour vous et c'est sur RTCI.